Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 30 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « En avril, se creuser les méninges est inutile ». Ouais, je sais, le dicton c'est « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». Et c'est vrai qu'on termine le mois en mode ciré jaune et après-ski. 5 à 6 degrés sur Paris au cours du siècle écoulé pour un 1er mai. Ça doit quand même être relativement rare dans les annales. De même qu'un mois d'avril où 80% des séances ont été des séances de hausse, ça doit être aussi assez rare dans les annales. En fait, depuis le 28 mars dernier, il n'y a eu que 2 consolidations de 0,6%. Tout le reste du temps où soit le marché a monté, soit il a consolidé à l'horizontale, ou reperdu 0,20, 0,25%. Ouais, un mois d'avril de progression purement algorithmique, car à aucun moment on ne peut relier cette évolution funiculaire du marché à l'actualité que vous connaissez. Il y a eu des coups de chaud sur le front géopolitique, il y a eu des coups de chaud sur les taux d'intérêt, il y a eu des coups de chaud sur le pétrole, et le marché n'a jamais cessé de progresser, enfin en tout cas en Europe. Alors on peut se dire que c'est effectivement le rééquilibrage, après une année marquée, un début d'année marqué par un flux vers les actions américaines, une décrue symétrique des actions européennes. On peut se dire peut-être qu'avril a été le mois où les gérants ont rééquilibré. Mais rééquilibrage qui n'avait bien sûr rien à voir ni avec les fondamentaux, ni avec l'actualité. Autrement dit, on retrouve le même type de fonctionnement qu'en 2017, où les marchés montent parce qu'ils montent. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas se creuser les méninges. Il n'y a qu'à suivre aveuglément la tendance. Sauf que là, ça va devenir quand même compliqué, puisque les GAFA deviennent volatiles. Alors certes, on a Amazon qui bat un nouveau record. Vous avez Netflix également, tout près du zénith. Et puis vous avez d'autres GAFA qui se montrent désormais beaucoup plus irrégulières, comme Facebook, comme Apple, et puis on peut même rajouter Microsoft, Intel, etc. Quand les leaders deviennent plus hésitants, ça veut dire que probablement le mouvement haussier soit va partir sur de nouvelles thématiques, soit on est là simplement sur de la réplication indicielle et les opérateurs ne cherchent pas trop à comprendre, ils cherchent simplement à coller au score. Quand je dis qu'ils ne cherchent pas à comprendre, c'est comment peut-on payer plus cher maintenant, là, en avril, qu'au mois de janvier, des actions avec une prime de risque dégradée, fortement dégradée, par exemple aux États-Unis, où le 2 ans, une référence pour ceux qui font des contrats à terme ou qui prennent des positions sur des dérivés ayant une maturité de 12 à 18 mois, quand vous avez le 2 ans qui passe de 2,15 à 2,50, il est évident que la prime de risque, elle baisse fortement. Mais non, tout se passe comme si cette prime de risque était restée égale depuis le début de l'année. Alors, il y a toujours de beaux esprits pour vous expliquer que oui, mais on n'avait pas prévu que les résultats publiés depuis la première semaine d'avril seraient aussi bons, 80%, dans 80% des cas, supérieurs aux attentes. Alors, si vous regardez bien la dispersion des résultats, vous remarquerez que les bonnes surprises sont concentrées sur quelques dossiers et quelques annonces de rachats massifs de titres, des 5 milliards, des 9 milliards sur Facebook par exemple. Oui, ce sont toujours en fait les mêmes grosses ficelles qui tirent les indices, mais les fondamentaux ne sont pas derrière. Il n'y a pas la locomotive de la consommation, il n'y a pas la locomotive de l'expansion du crédit, il n'y a pas la locomotive du taux de rotation monétaire. Tout ça est en train de ralentir. Mais une fois encore, la question qui se pose, mais si on sort de l'obligataire, si on sort des actions, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent ?
Avec 1,85, 1,90 sans risque sur du monétaire aux États-Unis, pourquoi iriez-vous chercher les ennuis en achetant un Nasdaq à 33 fois les bénéfices et avec un rendement inférieur à 1,8? Alors vous nous direz, oui, mais en Europe, c'est beaucoup plus favorable, les taux sont encore très bas, les actions en relatif sont moins chères qu'aux États-Unis. Oui, sauf que le gérant qui détient des actions françaises ou européennes, vous avez au moins une chance sur deux qu'il soit américain. Donc lui, depuis son bureau de New York ou de Miami, le choix en permanence, c'est pas acheter des bonds ou acheter des T-bonds. Non, c'est d'acheter des actions ou acheter des obligations, peu importe la nationalité. Avec 1,80 sans risque sur du monétaire, je ne vois véritablement pas pourquoi on prend encore le risque d'aller aller chercher symboliquement le retracement du record absolu sur le CAC. Il faudrait gagner 50 points de mieux. Bon, pourquoi pas. Sur le Nasdaq, là, il manque encore 4 ou 5%. Alors, en s'appuyant peut-être sur encore 2 ou 3 très bons résultats cette semaine, on y parviendra peut-être. Mais à 33 fois les bénéfices, c'est-à-dire plus cher qu'en 2000, plus cher qu'en 1929, je ne comprends pas. Je ne comprends pas quel est le but, quelle est la stratégie que les gérants vont vendre ensuite à leurs clients si les choses se passent mal. Nous restons couverts.